Tous les 10 novembre à 9h05 du matin, un pays s'arrête. À cette heure précise, en 1938, mourait le bâtisseur de la Turquie moderne, un homme né Mustapha sous l'Empire ottoman, et mort Atatürk, premier président de la République de Turquie. Le grand mystère de l'histoire contemporaine turque, c'est la République. Personne dans l'Empire ottoman, avant 1914, ne pensait que l'Empire pourrait devenir une république. Le seul homme, semble-t-il, dans tout l'Empire ottoman qui réellement veut une république ou pense à une république, c'est Mustafa Kemal Pacha. Le projet de Mustafa Kemal, c'est un projet de reconstitution, de régénération de ce qu'il a connu comme la dernière forme d'État, c'est-à-dire l'Empire ottoman, mais selon les règles et l'ère du temps, c'est-à-dire un État-nation moderne. Con la caduta dell'impero ottomano nasce una repubblica di fatto, non di diritto, dittatoriale. Après avoir dominé la plus grande partie du monde méditerranéen pendant plus de 600 ans, l'Empire ottoman est au XIXe siècle l'homme malade de l'Europe. C'est dans ces temps troublés que naît le fossoyeur du sultanat, un moderniste et visionnaire qui incarnera un des destins politiques les plus extraordinaires du XXe siècle. Mustafa Kemal nasce da un piccolo impiegato, da una donna, come dire, semplice, conservatrice. Il padre muore molto presto e lui rischia di essere fagocitato in un ambiente tradizionalista e conservatore, ma ha avuto già occasione di vedere dei militari vestiti con le belle uniformi militari e evidentemente qualche cosa è arrivato nella sua mente, per cui sono belle quelle uniformi e non è bello l'abito tradizionale turco. Quindi dobbiamo veramente ripensare a questo bambino che dice: io voglio essere questo e non quello. Il va suivre un cursus militaire en réalité, donc c'est très important cette formation militaire car dès son jeune âge, en réalité, dès qu'il est adolescent, il est plongé dans l'armée, il est plongé dans le métier militaire. D'abord, ces écoles étaient probablement les meilleures, là où on recevait la meilleure formation dans l'Empire. Des idées nouvelles y circulaient, des idées de liberté, de patrie, mais aussi de matérialisme, ce qui était très important. Et donc, à travers ces écoles, c'est un peu une vision, c'est quelque chose d'un peu à part, ces écoles, où les élèves, les officiers ensuite, avaient le sentiment qu'ils étaient en quelque sorte l'avant-garde de l'Empire. Si jamais j'obtenais autorité et pouvoir, je pense que je réaliserais d'un seul coup les transformations dont notre société a besoin. Après avoir passé tant d'années à acquérir une éducation supérieure, après avoir fait tant de recherches sur la société civilisée, après avoir pris goût à la liberté, pourquoi devrais-je m'abaisser au niveau du commun des mortels? Je devrais plutôt les élever à mon niveau. Ils doivent devenir comme moi, pas le contraire. Mustafa Kemal, comme tous les jeunes officiers de sa génération, est bien sûr séduit
par la modernité, le jacobinisme, la Révolution française comme une sorte de référence universelle. Donc il a beaucoup en commun avec les jeunes Turcs, dont la fondation remonte à 1889. C'est un mouvement de contestation. Ce sont des jeunes officiers, c'est-à-dire des produits de la modernité qui viennent d'origine très modeste, mais qui, par l'éducation militaire notamment, sont de plus en plus exposés à de nouvelles idées, etc. Et eux, ils ont une idée en tête, c'est celle de renverser l'autocratie d'Abdulhamid et de la remplacer par un système parlementaire libéral. Ça se passe justement en 1905-1906, et à ce moment-là, il y a un vrai parti qui s'organise, le Comité Union et Progrès, qui se donne les moyens de prendre le pouvoir, hein, c'est-à-dire à travers l'armée. Et Mustafa Kemal est dans ce mouvement, et donc il va soutenir, disons, les entreprises des jeunes Turcs pour obliger le sultan à rétablir la constitution en 1908. Dès son plus jeune âge, Mustafa Kemal affirme son caractère insoumis. Il ne tarde pas à s'opposer à la hiérarchie des jeunes Turcs, et en particulier à Enver Pacha, un de ses leaders. C'est sous ses ordres qu'il fait ses premières armes en Libye en 1912. Il y affirme sa détermination en traversant la frontière égyptienne, déguisé en fellah pour rejoindre ses troupes, et commence ainsi à écrire son mythe. La guerre de Tripolitaine est une défaite pour l'Empire ottoman. Elle s'inscrit dans la continuité d'autres déroutes militaires dans les Balkans et annonce le désastre de la Première Guerre mondiale. Mustafa Kemal n'est pas quelqu'un de connu au moment où se déclenche la Première Guerre mondiale. C'est un officier, c'est un colonel qui a une certaine position, mais ce n'est pas un personnage qui a encore trouvé son destin. D'un autre côté, c'est un militaire et il souhaiterait avoir un commandement dans l'armée ottomane, un commandement opérationnel. Et quand la guerre éclate, quand l'Empire ottoman entre en guerre en octobre 1914, Mustafa Kemal obtient le commandement d'une division aux Dardanelles. Je ne vous ordonne pas de combattre, je vous ordonne de mourir. Le temps que prendra notre mort permettra à d'autres soldats et à d'autres commandants d'avancer et de venir prendre notre place. La victoire des Dardanelles, elle est surprenante parce que, d'abord, elle n'était pas garantie, mais c'est aussi un magnifique, un éclatant tour de force face à ce qu'il y a de plus puissant de l'impérialisme occidental, toute la machine de guerre, etc. Donc, pour le moral de l'Empire ottoman, c'est excessivement important. Pour les Turcs, en quelque sorte, c'est déjà une sorte de guerre de libération, justement, de cette emprise de l'Europe. Et par conséquent, Mustafa Kemal profite de tout cela, si vous voulez. Il va profiter de ce succès relativement exceptionnel pendant la Première Guerre mondiale. Nessuno può seriamente negare che Mustafa Kemal lì si rivela come un capace, serio, coraggioso comandante. Les Dardanelles, c'est bien sûr le premier signe de la constitution d'un mythe du héros autour de Mustafa Kemal. Mais c'est encore très modeste. C'est-à-dire que ce qui nous trompe en général, c'est que notre vision des Dardanelles est une vision qui a été reconstruite après les années 20 par le kémalisme lui-même, etc. Et par conséquent, dans son propre contexte, il serait fou de dire que Mustafa Kemal, tout d'un coup, est devenu l'étoile, la star du front ottoman. Non, pas du tout.
avec la défaite de 1918, l'Empire est officiellement mort. Donc il reste à l'Empire une sorte de peau de chagrin, l'Anatolie. Et même Istanbul, on ne sait pas ce qui va en advenir. Je dois avouer que je n'ai jamais compris pourquoi l'État ottoman a voulu participer à la guerre. Les forces vives d'une nation doivent être utilisées pour défendre sa propre existence. C'est une faute grave d'oublier ce principe et de mettre ces mêmes forces au service d'objectifs étrangers. Ceux qui ont mené la guerre se sont mis au service des Allemands. Finalement, il y a eu d'innombrables erreurs dans la gestion de cette guerre, dont la responsabilité incombe entièrement à Enver Pasha. Il nazionalismo di Mustafa Kemal sarà un nazionalismo centripeto, quindi questo nazionalismo anatolico. Questo nazionalismo che serve a dire che la fine dell'impero non è stata una disgrazia, è ciò che permette finalmente alla nazione turca di riconoscersi, di compattarsi et di riscattarsi. Le sultan l'envoie en Anatolie en mai 1919 pour inspecter les armées ottomanes qui sont en voie de démobilisation, puisque la guerre est finie, mais qui risquent de créer des problèmes et qu'il faut donc essayer de démobiliser d'une manière pacifique. Il débarque à Samsun le 19 mai 1919, donc venant d'Istanbul, et là commence ce qu'on pourrait appeler une sorte de longue marche à travers l'est de l'Anatolie. Et tout d'un coup, il y a un revirement. Ce revirement est dû à plusieurs facteurs. D'abord, le fait que les grandes puissances sont éreintées, sont extrêmement fatiguées, politiquement, moralement, militairement, et que par conséquent, plutôt que de gérer elles-mêmes l'occupation du territoire ottoman, elles vont déléguer cette mission à des puissances mineures, la Grèce et l'Italie. Et la Grèce, c'est l'erreur du siècle, puisque c'est ce qui va galvaniser le nationalisme musulman et turc, jusqu'à un certain point, dans la résistance contre l'envahisseur. Au moment où Mustafa Kemal débarque en Anatolie, sur le littoral de la mer Noire, beaucoup plus au sud, s'est produit un événement important, quasiment concomitamment. Un petit corps expéditionnaire grec a débarqué à Izmir, à l'époque on disait Smyrne, et a pris le contrôle de la ville. Mustafa Kemal, pacha ottoman, arrive à fédérer des groupuscules de résistance nationalistes, mais dans un sens islamiste souvent, même ottomaniste. Je veux dire, on se bat encore pour le calife. Au début de son combat, Mustafa Kemal va le présenter non pas comme un combat contre le sultan calife d'Istanbul, mais au contraire pour le délivrer. Mustafa Kemal anime le combat contre le corps expéditionnaire grec et laisse entendre à tous ceux qui l'approchent, qui sont souvent des notables anatoliens, extrêmement respectueux de la personne sacrée du sultan calife, qu'en fait il agit avec l'accord secret de ce dernier. Or c'est évidemment faux. Il fallait à tout prix s'insurger contre le gouvernement ottoman, contre le sultan calife, et inciter à la révolte l'armée et la nation tout entière. Secondo me genio politico e opportunismo sono sinonimi, diciamo le cose come stanno, quello che conta è perché fai quello che fai. E certamente lui aveva un suo profondo progetto politico. Aveva certamente anche la propria ambizione personale. Le 10 août 1920, le sultan Mehmed VI, contraint, entérine le traité de Sèvres qui signe la fin de l'Empire ottoman. Mais sur le terrain,
la résistance nationale ne se résigne pas à ce qu'elle considère être une trahison. Menés par Mustafa Kemal, les combats se poursuivent en Anatolie. À Ankara, il réorganise le pouvoir et inaugure une nouvelle Assemblée nationale. Le mouvement vers l'indépendance est lancé. À partir de maintenant, Istanbul ne sera plus la souveraine, mais la sujette de l'Anatolie. La position de Mustafa Kemal au lendemain de Sèvres est encore renforcée. De toute évidence, c'est lui qui a raison. Depuis 1979, c'est lui qui, en levant le drapeau de la révolte contre les Alliés, a anticipé ce qui allait arriver, et non pas le sultan de Constantinople. Il a le vent en poupe, il est aussi soutenu par la nouvelle puissance régionale qu'est la Russie bolchevique. Et tout ce qu'il lui faut, c'est d'avoir assez de force pour résister et pour rejeter les forces d'occupation grecques. Et ça, en 3 ans, il y arrive de manière absolument magistrale. La guerre, finalement, sera gagnée au cours de l'été 1922, où les Grecs sont bousculés, et finalement Izmir est reprise le 8 septembre 1922, et les troupes turques entrent dans la ville, qui est d'ailleurs incendiée par la suite, comme un symbole de l'effacement de la multiculturalité de l'Empire, qui est justement ce dont on ne veut plus. Messieurs, ce n'est pas par des discussions académiques qu'on acquiert le droit de régner et de gouverner. La souveraineté s'acquiert par la force et la violence. À présent, la nation s'est rebellée et a résolu de reprendre elle-même l'exercice de sa souveraineté. Il serait opportun que chacun des membres de cette assemblée se rallie à ce point de vue, basé sur le droit naturel. Dans le cas contraire, on pourrait voir tomber des têtes. Avec ce discours empreint d'autorité, Mustafa Kemal, héros de la guerre d'indépendance, affirme son hégémonie. Et le 1er novembre 1922, il met fin à 6 siècles de sultanat. Mehmed VI quitte son palais et s'exile. Désormais, l'avènement de la République turque est inexorable. L'affaire de Smyrne, c'est la fin du drame anatolien, c'est la fin de la guerre d'indépendance, c'est la conclusion d'une guerre, une sorte de guerre civile entre chrétiens anatoliens et musulmans anatoliens, guerre civile qui se conclut sur la défaite des Grecs. Ça transforme complètement le jeu, et de Sèvres, on passe à Lausanne. Sèvres, en 1920, c'est un traité imposé à un empire agonisant par des puissances victorieuses. 1923, Lausanne, c'est un traité presque imposé par les kémalistes, c'est-à-dire par des vaincus qui sont devenus vainqueurs par la force des armes, à des puissances qui n'ont plus les moyens de leur politique. Et par conséquent, 1923, c'est en quelque sorte la reconnaissance internationale à Lausanne de ce que la Turquie est un État national souverain. Le 29 octobre 1923, la République turque est proclamée. Mustafa Kemal a 42 ans, il est nommé président et chef suprême de l'armée. Détenteur de tous les pouvoirs, il est animé d'une volonté de réformer en profondeur le pays. Le grandi riforme sono attuate da autorità e con grande determinazione e all'interno di un progetto ben preciso che è quello di trasportare integralmente questa nuova nazione nella civiltà occidentale. Le motto civilisationnel de la République, c'est atteindre le niveau des civilisations contemporaines. Puisque le modèle civilisationnel, il n'est pas chez eux, il n'est plus chez eux, il n'est pas en Orient, il est en Occident.
ci furono le riforme di tutti i codici. Fu completamente eliminata la legge coranica e furono importati con piccole variazioni i codici civile, penale di questa o quella nazione europea. Les réformes de Mustafa Kemal ont pour objectif de faire de la jeune République turque une économie indépendante et moderne. L'agriculture et l'industrie sont les fers de lance de cette transformation, mais le président se confronte à de vives résistances. Les campagnes n'ont pas beaucoup changé parce que les projets de réforme agraire se sont heurtés en réalité à des résistances de la part de ceux qu'on appelait les agas, c'est-à-dire les grands propriétaires fonciers. Il y a eu des projets de réforme agraire mais qui n'ont pas véritablement abouti. Atatürk a littéralement transformé la société dans laquelle il vivait. D'abord en faisant une chose qui, même si un jour son héritage devait être rejeté, demeurera malgré tout, c'est la réforme de la langue, de l'alphabet, du vocabulaire. Fu eliminato molto rapidamente l'alfabeto con caratteri arabi e fu introdotto un nuovo, semplice, funzionale alfabeto in caratteri latini. La finalità pratica di questa riforma è evidente, ma è altrettanto evidente la finalità culturale, che era quella di staccare il più possibile la Turchia dalla tradizione culturale araba e persiana. Mustafa Kemal entreprend des réformes très profonde de sécularisation de l'État, puisque en 1924, non seulement il supprime le califat, mais il fait des réformes importantes sur le plan de l'enseignement, par exemple, qui devient un enseignement d'État, qui est unifié d'ailleurs, et par la suite vont venir très vite l'interdiction des confréries, la suppression des médressés, c'est-à-dire des écoles théologiques. Donc tout ceci se produit en un moment très court, de 1 ou 2 ans en fait. En 1934, celui qui se fait désormais appeler Atatürk, le père des Turcs, devance tous les pays musulmans et nombre de pays occidentaux en accordant le droit de vote aux femmes au niveau national. Il encourage ainsi leur émancipation. Pour lui, la femme turque doit être le symbole d'un État moderne et civilisé. Le fait que l'on voit des femmes habillées à la mode, modernes, qui occupent des fonctions, etc., c'est très important pour l'image que projette le pays. Donc la femme est aussi un peu utilisée, si on peut dire, instrumentalisée, si vous voulez, pour projeter une image moderne du pays. Le féminisme kémaliste, c'est typique des années 30, des années 20, des années 30, en Europe aussi. On choisit avec des pincettes, une femme médecin, une femme pilote, une femme... Et après, on dit qu'on a émancipé les femmes. Mais en fait, ça n'est pas vrai. C'est simplement qu'on a des exemples. On crée des exemples de femmes qui démontrent que l'État est moderne. C'est quand même une ouverture. C'est quand même une émancipation, mais c'est une émancipation par le haut. Les changements de la période kémaliste ne sont absolument pas démocratiques. Ils ne sont pas démocratiques et d'ailleurs ils ne prétendent pas l'être. La démocratie ne fait pas partie du jargon utilisé à cette époque-là. Il y a une historienne turque qui a publié un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « Le bon dictateur ». Le bon dictateur, c'est la façon dont Mustafa Kemal était vu par l'Europe et par l'Amérique, si vous voulez. On avait conscience que c'est un régime
assez autoritaire, mais en même temps qui allait dans le bon sens. Donc on lui pardonnait pas mal de choses. Si le régime kémaliste n'est pas démocratique, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'a pas effectué des changements qui eux-mêmes sont à long terme porteurs de changements démocratiques. À sa mort en 1938, les Turcs défilent durant 3 jours et 3 nuits pour rendre hommage au père de la République. Décédé prématurément à 57 ans, Mustafa Kemal a néanmoins construit son mythe, celui du sauveur de la nation, du bâtisseur d'une société moderne tournée vers l'Occident. Mais Atatürk laisse aussi derrière lui le spectre d'une dictature, un legs qui, un siècle plus tard, pèse toujours sur la République turque. When the junta took over in 1967 here, the United States allowed its interest in prosecuting the Cold War to prevail over its interests, I should say its obligation to support democracy, which was, after all, the cause for which we fought the Cold War. It is important that we acknowledge that. De 1967 à 1974, la Grèce a vécu sous la férule d'une dictature militaire impitoyable. Mais comment le berceau de la démocratie a pu se transformer en tombeau de la liberté? Dans quelle mesure la CIA et les gouvernements américains, dans un contexte de guerre froide, se sont immiscés dans les affaires grecques pour défendre leurs intérêts géostratégiques dans la région? Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et avec le début de la guerre froide, la position de la Grèce en Méditerranée orientale est d'une importance capitale pour les Américains. Ce pays est le seul des Balkans à ne pas être soumis à la sphère d'influence soviétique. Avec l'intégration d'Athènes dans l'OTAN, en 1952, la Grèce devient la sentinelle du camp occidental aux frontières du monde communiste. In the 1950s and the 1960s, the United States tried to intervene in the internal affairs of Greece, and they backed usually conservative personalities and political parties, as well as the monarchy. The Greek Secret Service was under the total control of the CIA. Les services secrets grecs ont été créés en 1953 sur la base avec les conseils techniques de la CIA et avec comme intention unique de chercher l'ennemi qui serait les communistes. Ensuite, la Grèce accorde des bases militaires aux États-Unis qui sont d'une importance stratégique énorme. Au début des années 60, la Grèce est secouée par la confrontation des forces conservatrices, royalistes et pro-américaines, et des éléments plus progressistes représentés par le leader centriste Georges Papandréou. Cette instabilité politique inquiète les services secrets américains
dans un contexte d'anticommunisme exacerbé. La Grèce resterait à l'OTAN. Oui, comme allié, pas comme satellite. La différence, c'est la différence de nous avec nos adversaires. Est-ce que vous croyez, Monsieur le Président, dans l'éventualité d'un coup d'État? Non, je l'exclus. Non, seulement des hommes insensés pourraient penser à cela. On soupçonnait tout le monde de faire des coups d'État, la droite, la gauche, les communistes, les colonels, les généraux, le roi. Finalement, on décide de nouvelles élections qui auraient dû avoir lieu à la fin du mois d'avril 1967. Et tout le monde pense, y compris la CIA, que ces élections devraient vraisemblablement être gagnées par Georges Papandréou. Et ce qui inquiète les services américains, c'est pas tant Georges Papandréou, dont ils ont quand même compris qu'il n'était pas communiste, même s'il voulait faire des réformes, mais son fils, Andreas. That had been hurled at me for 2 and... Andreas Papandreou was a leftist. The Americans did not trust at all Andreas Papandreou because they believed that if Papandreou took power, he will distance Greece from the Western Alliance and from NATO. And the Americans believed that a cooperation between Andreas Papandreou and the communists will result in the infiltration of Greek societies and politics by the communists. Le 21 avril, un carteron de colonels décide de faire un coup d'État à peu près un mois avant les élections. Ces colonels, dont le colonel Papadopoulos, travaillaient avec et pour la CIA. Avant le coup d'État, la Grèce était un protectorat officieux. Avec le coup d'État, elle devient quasiment un protectorat officiel. C'est-à-dire c'est clair pour tout le monde. Une semaine après le coup d'État, le nouveau régime fait sa première apparition publique devant les caméras de l'actualité mondiale, et ceci en la personne du colonel Papadopoulos. Nous avons mis la démocratie grecque sous narcose, dit-il, pour pouvoir l'opérer. La narcose durera le temps de l'opération et l'opération le temps qu'il faudra. La loi martiale est appliquée, tout est interdit sauf de se tenir absolument tranquille. L'interdiction de la peine de mort et de la torture sont illégalement levées. Au lendemain du coup d'État, la Maison-Blanche se déclare surprise de la situation et la condamne. Pourtant, un document déclassifié témoigne que 4 mois avant le putsch, la CIA suivait de près ce qui se tramait à Athènes. La CIA est au courant de tous les projets en tout genre. Après, a-t-elle appuyé sur le bouton ou a-t-elle laissé faire? De toute façon, toute dictature, finalement, arrangeait les États-Unis parce que ce qu'ils voulaient, c'était un gouvernement stable dans la région. Et surtout pas celui d'Andreas Papandréou. Andreas Papandréou, comme beaucoup d'hommes politiques grecs, va être arrêté et interné au moment de la dictature. Et puis, il va y avoir une forte action de l'ambassade des États-Unis, des libéraux américains, de l'épouse de Papandréou, pour qu'il sorte. Et finalement, il va sortir, il va être libéré, et il va aller à l'ambassade des États-Unis, il va remercier l'ambassadeur américain de lui avoir sauvé la vie, et puis il va partir, il va aller à Paris,
Et à Paris, lorsqu'il va être à Paris, il va faire une conférence de presse dans laquelle il va accuser les Américains de tous les maux. Et là, les Américains ont une réaction. Ils sont absolument excédés et ils le trouvent très ingrat et très irrespectueux. En exil, Andreas Papandreou déclare: Papadopoulos a été le premier agent de la CIA à devenir Premier ministre d'un pays européen. Et la Grèce, le premier pays en Europe à perdre sa liberté, sacrifiée sur l'autel des intérêts américains. Idéologie affichée par Papadopoulos, vertu militaire et foi chrétienne. Pas d'élection, pas de parti politique. La presse est muselée et la loi martiale à l'ordre du jour. Les 4 colonels qui ont pris le pouvoir, tout le monde se moquait un peu d'eux, parce que c'était quasiment des analphabètes. Ils ont mis en avant, bien évidemment, une sorte de caricature de la société grecque. Alors l'orthodoxie, la religion avant tout, et aussi le souvenir des grandeurs de la Grèce antique. Donc ils organisaient des manifestations où les soldats étaient déguisés en hoplites, etc. Enfin, ça faisait un peu carnaval. Mais dans la Grèce des colonels, le grotesque rivalise avec l'horreur. Les arrestations arbitraires se comptent par milliers. Dans les geôles du régime, les bourreaux de la junte torturent sans pitié. Cette dictature qui répond aux intérêts de Washington pose désormais une question morale aux démocraties européennes, alliées des États-Unis. Chaque État de son côté a donné des conseils, a dit qu'en effet, d'abord il fallait être sûr de ce qui se passait, et puis une fois qu'on était sûr, on n'avait pas le droit de s'ingérer dans les affaires des autres, et puis c'était regrettable, mais ça allait sûrement s'arranger, et donc on a regardé ailleurs. Et à partir de 69, la France a été très contente, c'est la première de faire des contrats de vente d'armes. Et tout le monde s'est engouffré là-dedans. Et les États-Unis ont fait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont eu une position effarouchée. Mon Dieu, quelle horreur. Nous ne leur vendrons plus d'armes. Et quand ils ont vu que la France allait prendre la place, ils se sont dépêchés d'en vendre eux aussi. L'arrivée au pouvoir de l'administration Nixon marque un tournant dans les relations entre Washington et Athènes. Alors que la guerre froide s'invite au Proche-Orient, le nouveau président et son secrétaire d'État Henry Kissinger réservent à la Grèce une attention toute particulière. Sous l'influence d'Henry Kissinger, Nixon veut jouer un rôle majeur dans le conflit israélo-arabe. Donc la valeur militaire, stratégique de la Grèce apparaît encore plus parce que Israël est menacé et parce que le gouvernement Nixon va prendre un virage très franchement pro-israélien à partir du début des années 70. À cause du Moyen-Orient, les États-Unis ont besoin qu'il y ait en Grèce un gouvernement stable et pro-OTAN pour utiliser leur base. C'est pas que, effectivement, les Américains soient fous d'amour pour une dictature, c'est qu'il leur faut absolument un gouvernement qui leur soit favorable et qui soit stable. Διπλούσιτος ο πώς της επισκέψεως του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κυρίου Σπύρου Άγνιου, στην Ελλάδα. Αφενός, επίσημη συνομιλία μετά της ελληνικής κυβερνήσεως επί θεμάτων αφορώντων εις το ΝΑΤΟ και αφετέρου ένα προσκύνημα εις των τόπων των προγόνων του. And although we are miles apart, I know that the spirit of freedom and strength to preserve that freedom lives in both the American and the Greek people. Mais derrière l'idylle gréco-américaine qui s'affiche officiellement, en coulisses, la junte d'Athènes joue sa propre partition. La Grèce a des relations excellentes avec le monde arabe. Ces relations excellentes, elles sont fondées notamment sur le commerce. Pour les Grecs, il n'est pas question de se fâcher avec les pays arabes.
Vis-à-vis d'Israël, les relations sont beaucoup moins bonnes, notamment parce que idéologiquement, les colonels ayant des racines fascistes, considérant que la Grèce est un pays chrétien, ils sont influencés par le vieil antisémitisme chrétien, donc pour eux, les Juifs, c'est ceux qui ont trahi le Christ. Les relations, en fait, il n'y en a pas. Donc la politique américaine qui consiste à soutenir Israël ne convient pas à Papadopoulos. Papadopoulos n'est pas prêt à suivre les Américains sur cette voie. Donc par rapport aux États-Unis, l'alignement n'est plus parfait. Il a accentué ses rapports avec les pays arabes. Il a en plus conclu des accords commerciaux avec les soviétiques et les pays communistes que ça n'a pas gêné de voir au pouvoir un anticommuniste notoire. Et en plus, il n'a pas voulu que les avions américains, dans la guerre du Kippour, utilisent les bases grecques. Au début de l'année 1973, les événements du Proche-Orient fragilisent les relations avec les États-Unis. Au même moment, le régime d'Athènes se retrouve sous la pression d'une opinion publique internationale hostile et d'une opposition opiniâtre menée depuis l'étranger par Andreas Papandréou. There is in Greece today total commitment to the struggle for the establishment of a thoroughly democratic and deeply progressive new Greece. Papadopoulos est alors pressé d'agir vite et fort. La junte craint de se faire isoler. Et Papadopoulos pense pouvoir pérenniser le régime en lui donnant des habits plus ou moins démocratiques. C'est-à-dire, il pense pouvoir le relégitimer par les urnes. Monsieur Papadopoulos a levé la loi martiale, restauré les libertés individuelles et politiques suspendues depuis le coup d'État et annoncé une amnistie générale de tous les crimes et délits politiques commis depuis avril 67. Tout se fait, bien entendu, en contrôlant les élections, en truquant les suffrages, bien entendu dans un contexte où les partis politiques sont pratiquement tous interdits, et où la plupart des hommes, et tous les hommes politiques d'opposition sont soit en exil, soit en résidence surveillée. La seule opposition intérieure qui va se manifester tout d'un coup, c'est celle des étudiants. De grève d'étudiants en occupation des locaux. Et les étudiants, au mois de novembre, finalement, occupent l'école polytechnique, créent une station de radio, ils sont pas polytechniciens pour rien, lancent des slogans anti-coloniels et anti-américains d'ailleurs. C'est une des raisons qui inquiète les Américains. Toute cette agitation étudiante qui se continue pendant des mois, c'est un signe que Papadopoulos, il tient plus son monde. On a pensé en Grèce qu'après 6 ans de répression militaire, on pouvait offrir au peuple grec une farce de démocratie. Ce n'est pas possible d'arranger une solution, un compromis ici. C'est la dictature dure ou la souveraineté populaire. Et là, il y a en fait une lutte de pouvoir au sein de la junte entre ceux comme Papadopoulos qui se disent que si on fait une répression sévère, alors ça va encore accroître l'isolement de la junte, ça risque de retourner ceux qui, dans l'opinion publique grecque, continuent de soutenir la junte parce qu'ils sont des partisans de la loi et de l'ordre. Parce qu'évidemment, à l'école polytechnique, il y a beaucoup d'enfants de la bonne bourgeoisie grecque. Et de l'autre côté, les partisans de la manière forte qui estiment qu'il faut agir vite et fort pour stopper complètement ce type de mouvement. Dans cette lutte idéologique au sein de la junte, ce sont les durs qui l'emportent, en la personne du général de brigade, Dimitrios Ioannidis. Papadopoulos est écarté du pouvoir et mis aux arrêts.
La nuit tombe sur Athènes illuminée par les feux de l'insurrection. La loi martiale a été proclamée et les chars d'assaut encerclent l'école polytechnique, bastion de l'émeute. À 2 heures du matin, un tank enfonce la grille du bâtiment universitaire. L'assaut fait plusieurs dizaines de morts. L'image d'un char écrasant des étudiants révèle au monde entier le vrai visage de la nouvelle junte. Le fait que Papadopoulos était dépassé par la révolte de Polytechnique et qu'il n'était plus aux ordres des Américains au niveau de la politique proche-orientale, les Américains ont décidé de le débarquer. Ils ont décidé cette fois de trouver un officier qui soit complètement servile et docile. Et ils l'ont trouvé dans cette brute de Ioannidis, puisqu'on dit même que Ioannidis en personne a torturé des prisonniers. Pour moi, on ne peut pas dire que la CIA a évincé Papadopoulos, choisi Ioannidis. La CIA et le gouvernement américain apparaissent comme plutôt suivent les événements. Si j'étais vraiment franche et directe, je vous dirais qu'ils se fichent royalement que ça soit libéralisé ou pas libéralisé, que ça ne les importe pas. Ce qui compte, c'est la loyauté à l'OTAN et leur anticommunisme. Si Ioannidis reste fidèle à l'OTAN, il engage la junte dans la voie du nationalisme le plus fanatique et lance son pays dans une politique de conquête territoriale. C'est à Chypre, tiraillé entre les deux communautés, grecques et turques, que va se jouer le destin de la Grèce. C'est ici que, dans un contexte de guerre froide, les Américains et la nouvelle junte ont un ennemi commun à abattre. L'archevêque et président, Makarios III. Makarios est détesté à la Maison-Blanche parce qu'il essaye de n'être ni communiste, ni américain. Donc, évidemment, du coup, pour les Américains, c'est un communiste, d'ailleurs. Hein. C'est un Castro en soutane. Et pour Ioannidis, c'est une forme d'ennemi parce que, histoire de soutenir son optique nationaliste et peut-être aussi sa popularité, il aurait bien voulu réaliser la fameuse énosis, c'est-à-dire l'union de Chypre à la Grèce. Or, Makarios se voit très très bien en président d'un État indépendant et n'a aucune envie de l'énosis. Le général de brigade Ioannidis est un furieux. Il faut dire les choses comme elles sont. Et il est pas du tout réaliste comme Papadopoulos, et il s'engage dans une fuite en avant. Est-ce que la CIA a poussé Ioannidis? C'est le même problème, on n'en sait rien. Mais elle n'a rien fait pour l'arrêter. Donc, est-ce que c'est Kindimo qu'on sent? C'est vrai que lui, dans son obsession personnelle, dans la mesure où on ne l'a pas arrêté, il estime que tout va bien, c'est qu'on est d'accord. Ioannidis allume la mèche, il met le feu aux poudres. 15 juillet 1974, coup d'État contre Makarios. Manque de peau, le coup d'État rate à moitié puisque Makarios n'est pas tué et il réussit à s'échapper et il dénonce la mainmise de la Grèce des colonels dans le coup d'État. Devant l'échec patent du coup d'État, le président Nixon et son secrétaire d'État Henry Kissinger sont confrontés à un exercice complexe de réalpolitik. Il s'agit de savoir qui de la Grèce ou de la Turquie, tous deux alliés majeurs de l'OTAN, les Américains vont privilégier. The Americans supported more Turkey than Greece. Although both these allies were very important for the Americans, they gave more emphasis on the Turkish interests. Because Turkey was in the Middle East, Turkey was a strong power at that time, nearby the Soviet Union. That's why the Americans supported Turkey. And they believed, that Turkey could invade Cyprus. They thought that this was a possibility, and they didn't do anything to stop it.
Fin juillet 1974, la Turquie lance ses troupes sur Chypre et met fin à l'aventure grecque. La tentative de coup d'État et l'intervention turque auront coûté la vie à plusieurs milliers de Chypriotes. Mais malgré l'échec retentissant de son plan, Ioannidis ne s'avoue toujours pas vaincu. À Athènes, dès que Ioannidis apprend que les Turcs ont débarqué, la première chose qu'il fait, c'est qu'il appelle un général et lui donne l'ordre de se mettre sur l'heure en mouvement vers Istanbul. Mais là, c'est juste surréaliste. Et effectivement, la réponse que lui fait le général 5 étoiles, c'est « mais on n'est même pas question. Ma division blindée ne va pas attaquer Istanbul. On délire, là. » Et là, il ne se passe plus rien. Ioannidis disparaît de la circulation. Les gens de la CIA d'Athènes cherchent à le localiser et personne ne sait où il est parti. Et en fait, ils n'arrivent pas à trouver un seul membre de cette junte. En fait, c'est un sauf qui peut. C'est un sauf qui peut parce que les choses ne se sont pas du tout passées comme ça devait se passer. Leur coup d'État à Chypre est en train de tourner au désastre et ils sont en train de s'enfuir. Athènes, cette foule ne manifeste pas sa joie parce que les armes se sont tuées à Chypre, elle manifeste son ressentiment à l'égard des États-Unis. Ils ont scandé des slogans tels que CIA provocateur, Kissinger assassin. La vague d'anti-américanisme était présente aussi lors de la manifestation à l'occasion du retour en Grèce de M. Andreas Papandréou. M. Papandréou a accusé les États-Unis de cynisme dans la crise chypriote. Depuis 1974, l'intervention de la CIA et de la Maison-Blanche dans les affaires intérieures d'Athènes a durablement nourri un sentiment anti-américain au sein du peuple grec. Aujourd'hui encore, chaque 17 novembre, une foule marche de l'école polytechnique vers l'ambassade américaine d'Athènes pour que jamais ne soit oublié le rôle trouble qu'ont joué les États-Unis dans ces années noires de l'histoire du pays, au nom de la liberté et de la démocratie. À la frontière entre l'Europe et le Moyen-Orient, l'ancienne colonie anglaise de Chypre est une république souveraine depuis 1960. Son âme est à la fois grecque et turque, orthodoxe et musulmane. Tiraillée par des forces nationalistes opposées et violentes, son indépendance a été brutalement brisée durant l'été 1974. C'est une terre à l'histoire tragique, marquée par le parcours politique de son premier président, l'archevêque Makarios III, le Machiavel en soutane. Makarios est un personnage qui donc a des convictions nationalistes, mais qui aussi a un sens politique très très fort. A Greek, Hellen, Byzance, a Cypriot politician. These two dimensions of identity were always conflicting in himself until his death. Makarios était quelqu'un qui se sentait héritier finalement des archevêques qui l'avaient précédé, étant en responsabilité pour Chypre. C'est-à-dire, je suis le président de Chypre, je suis responsable, donc je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu, en quelque sorte.
la majorité grecque orthodoxe représente 80% de la population de l'île. Elle cohabite depuis des siècles avec une minorité turcophone et musulmane. Grèce et Turquie sont les deux mères patries dont l'ombre pèse sur Chypre. Arbitres de cette réalité complexe, les Anglais administrent ce territoire depuis 1878. Épuisés par des années de combats anticolonialistes, ils finissent par accorder l'indépendance à Chypre en 1959. Lancaster House, where peace for Cyprus was finally evolved. L'indépendance est accordée en 1960. Mais 3 puissances étrangères ont un droit d'intervention. Donc on accorde une indépendance qui n'en est pas une. Ce sont les puissances garantes, la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne. Les Chypriotes grecs, eux, auraient voulu le rattachement de l'île à la Grèce, c'est-à-dire l'énosis, l'union. Les Chypriotes turcs auraient voulu, pour les plus radicaux d'entre eux, le partage de l'île entre la Grèce et la Turquie. Donc personne n'est satisfait de cette indépendance, et Monseigneur Makarios est le premier à penser très rapidement qu'on va attendre quelques années et qu'on va changer la Constitution. Les accords d'indépendance ne sont pas un but. Ils représentent le présent, pas le futur. Les Chypriotes grecs continueront leur lutte nationale pour atteindre la victoire finale. La Constitution n'établit pas une citoyenneté commune à tous les Chypriotes, mais une appartenance à une communauté orthodoxe ou musulmane, c'est-à-dire grecque ou turque. Par exemple, à la tête de l'État, le président de la République doit être obligatoirement un orthodoxe, et il n'est élu que par les orthodoxes. Le vice-président doit être obligatoirement un musulman, et il n'est élu que par les musulmans. La constitution chypriote se révèle bientôt inapplicable. Au mois de décembre 1963, Makarios profite de la situation pour proposer une série de 13 amendements. These proposals to change the constitution by Makarios did not derive from a concrete need, actually. It was rather a part of a strategy to arrive at Enosis. Je pense qu'il a joué au poker. Il tablait sur un refus de ces amendements par les Turcs. Et Makarios a bien joué, puisque les Turcs ont effectivement refusé. Les modifications d'elles-mêmes ne sont pas scandaleuses, elles visent en fait à améliorer le fonctionnement du système, mais dans le contexte d'hostilité qui s'est développé, je dirais c'est très imprudent parce que ça va mettre le feu aux poudres. Des affrontements intercommunautaires éclatent. Les milices nationalistes de chaque camp s'affrontent et laissent libre cours à un déchaînement de violence. L'EOKA, l'organisation paramilitaire des Chypriotes grecs, fondée par le colonel Georges Grivas, chef emblématique de la guérilla, se distingue particulièrement par la brutalité de ses actions. L'EOKA attaque les quartiers turcs, incendie des maisons, et ça dure plusieurs jours. Les populations turques sont obligées de s'enfuir, de se réfugier dans les villages environnants. Et ce Noël sanglant dégénère en une véritable guerre intercommunautaire pendant l'hiver 63-64. Dans le chaos de ces derniers jours de décembre 63 et du début 1964, les Chypriotes turcs disent « nous avons été chassés des institutions ». Les Chypriotes grecs disent « ils se sont volontairement retirés des institutions ». Toujours est-il que, effectivement, il y a une formation d'une administration séparée. Nous sommes prêts à garantir aux Cypriotes turcs leur droit de participer proportionnellement
à toutes les activités de l'île, à la vie politique de l'île, mais nous ne sommes pas prêts à accepter des demandes contraires au concept de l'État unitaire que je préside. The political consequences of ethnic clashes was that the Republic of Cyprus de facto turned into a Greek Cypriot state. Turkish Cypriots they limited themselves in certain areas, ghettos. Makarios dira des années plus tard: Même s'ils étaient une minorité, ils ont eu beaucoup de privilèges et ils se sont comportés comme s'ils étaient une majorité. Nous ne les avons pas maltraités. Leurs leaders turcs, en les forçant à vivre dans des villages séparés, sont responsables. Ils n'étaient pas nos victimes, c'était leurs victimes. En ce moment, on considère de ce côté-ci, du côté turc, l'autre côté, le côté grec, comme un ennemi, comme dans une guerre. Ah oui, Vraiment. Un vrai ennemi. Ouais. Parce que les Grecs, ils ont fait tellement de misères, à brûler des maisons, même des gens vivants. Alors, la haine est très grande, c'est pour cela que maintenant, on considère ici ces deux communautés comme des vrais ennemis. L'armée turque appuie les miliciens nationalistes turcs chypriotes, leur fournit des armes, les encadre. Or, l'armée turque utilise le petit port de Kokina, qui est situé au nord de l'île, pour à la fois acheminer des armes et des combattants à Chypre. À ce moment-là, les miliciens chypriotes grecs décident d'arrêter ce flux d'armes et de combattants et donc d'attaquer l'enclave de Kokina. L'armée turque intervient et bombarde les positions de Léoka et les villages grecs qui se trouvent autour de Kokina. Et il y a là un sérieux risque de guerre, une première fois, entre la Turquie et la Grèce. Turkey, during Kokina events, with 64 airplanes, bombarded Cyprus, leaving 55 Greek Cypriots dead behind. So that was to show to Greek Cypriots that Turkey would never allow that Greek Cypriots either eliminate Turkish Cypriots or move towards Enosis. Suite aux événements de Kokina à l'été 1964, les Américains, alliés à la fois à la Grèce et à la Turquie, usent de tout leur poids pour empêcher un débarquement de l'armée turque. Malgré ce succès diplomatique, l'intervention militaire d'Ankara demeure un véritable choc pour Makarios. Il comprend que le grand rêve de l'Enosis n'est pas réalisable dans ce contexte géopolitique. Dès lors, les rapports qu'il entretient avec le colonel Grivas, chef de l'EOKA et partisan fanatique de l'union avec la Grèce, vont irrémédiablement se détériorer. Monseigneur Makarios et le colonel Grivas sont effectivement deux personnages centraux de cette tragédie chypriote. Makarios, il entretient avec Grivas des relations complexes. Grivas lui-même sait très bien qu'il ne peut pas remplacer Monseigneur Makarios, que Monseigneur Makarios est beaucoup plus consensuel que lui. Sur le plan politique, c'est un extrémiste et c'est quelqu'un qui n'a pas la surface de Makarios, donc il sera toujours ce qu'on pourrait appeler un activiste. Grivas, c'est un chef de guérilla, quoi, et sa pensée ne va pas plus loin. Mais Grivas considère à un moment que Makarios est un traître parce qu'il a repoussé à plus tard l'Enosis. Enosis is not just a secular concept of policy, it's a metaphysical dimension, it's a holy policy. It's almost we got will to get Cyprus united with Greece. So from there to move to realpolitik, from this metaphysical sphere, to move to realpolitik was not easy. I am in favor of Enosis. Enosis is the national aspiration of the Greek Cypriots. Extraneous factors, however, prevent Enosis from being feasible. In Cyprus, we had a kind of
a serious split among Greek Cypriots. So we had a civil war between supporters of Makarios and supporters of Grievous. Au milieu des années 60, face à une situation intérieure crispée et aux pressions politiques venant de l'étranger, Monseigneur Makarios décide de s'affranchir du joug des grandes puissances et jouer sa propre partition. La position de Makarios, en fait, elle s'appuie sur le contexte géopolitique des années 60. On est en pleine guerre froide. Un certain nombre de pays veulent créer finalement un mouvement qu'on a appelé le mouvement des non-alignés pour échapper en fait à la tyrannie de l'alignement sur l'un ou l'autre des camps. Se rejoindre au mouvement des non-alignés, c'est obtenir une garantie de plus. C'est-à-dire envoyer le message aux Américains, aux Grecs, aux Turcs, aux Britanniques, de leur dire nous, on peut se démarquer de vous, on a une marge de manœuvre par rapport à vous. Comme ça, si jamais on m'attaque, si jamais, par exemple, l'armée turque attaque, le mouvement des non-alignés viendra me défendre. Bon. Sauf qu'il oublie juste un léger détail, c'est que ce mouvement des non-alignés fait beaucoup de diplomatie déclaratoire, mais n'a jamais obtenu grand-chose et ne pèse pas finalement grand-chose dans les équilibres. Athènes, le 21 avril 1967. Ce jour est un tournant pour l'histoire de l'Europe. Dans un contexte géopolitique de guerre froide et appuyé par les Américains, une junte militaire prend le pouvoir en Grèce. C'est le début du régime des colonels. Le Monseigneur Makarios a face à lui des militaires qui sont très marqués idéologiquement, qui sont des nationalistes ultra, qui sont des anticommunistes forcenés, qui ont des visions vraiment très rétrogrades. Rappelons-nous que la junte militaire va jusqu'à interdire les œuvres des auteurs antiques. Ils interdisent les pièces de Sophocle, ils interdisent les livres de Platon et d'Aristote. On est vraiment dans une vision extrêmement réactionnaire des choses. Et cette junte militaire considère d'emblée que Monseigneur Makarios doit obéir à la junte. Du coup, Chypre, qui reste un pays démocratique où les élections fonctionnent normalement, etc., apparaît pour la Grèce tout entière. Et plus seulement pour Chypre, mais comme le seul endroit, finalement, où l'hellénisme reste fidèle à la démocratie. Aux élections de 1968, Makarios est réélu triomphalement avec 97% des voix. Le peuple chypriote grec soutient inconditionnellement sa politique d'indépendance qui refuse toute ingérence étrangère. L'existence de Makarios en tant que chef d'État élu, réélu, apparaît vis-à-vis de l'opinion publique grecque un peu comme la lumière dans l'obscurité de la dictature. Donc peu à peu, les colonels grecs finissent par considérer Makarios comme un ennemi, et donc ils veulent s'en débarrasser. Et à partir de 70, effectivement, il y a plusieurs tentatives d'assassinat, plusieurs opérations douteuses qui sont, on ne sait pas jusqu'à quel point, soutenues par les éléments obscurs des services secrets américains. On finit par donner à Makarios une réputation de prêtre rouge, de communiste, de Castro de la Méditerranée. En gros, à part la barbe, qui n'est même pas la même, mais qui est effectivement fournie dans les deux cas, il n'y a aucun point commun entre Fidel Castro et Monseigneur Makarios. La presse internationale vous considère de plus en plus fréquemment comme le Fidel Castro de la Méditerranée. Que dites-vous de ce jugement ? Je ne suis pas un communiste, mais j'accepte l'aide soviétique aussi longtemps qu'elle est accordée sans condition.
Le rapprochement de Makarios avec le bloc de l'Est envenime encore plus les rapports avec la Grèce. La junte militaire décide alors de pousser Grivas à revenir dans le jeu chypriote. Grivas va reconstituer Eoka sur la base de Makarios est un traître, l'Énosis est toujours notre horizon et nous devons réaliser cet objectif et nous avons besoin d'une organisation armée secrète. Et donc il va appeler cette organisation Eoka B, c'est-à-dire en fait l'Eoka 2. Il reprend un combat contre Makarios et contre le gouvernement de Chypre. Il ne s'attaque pas à la question turque, il veut simplement renverser Makarios. Makarios a pris un certain nombre de précautions. Il a une garde présidentielle qui peut un peu le défendre, mais pas beaucoup plus. Et après, il a, je pense, une énorme confiance dans sa chance, dans sa destinée. Je me suis toujours avancé jusqu'au bord de l'abîme. Tous pensent que je vais tomber, commettre un suicide. Mais moi, je continue tranquillement ma marche, car j'ai déjà calculé au millimètre près jusqu'où je peux aller. Grivas n'arrivera jamais à pousser Makarios dans cet abîme. Toutes les tentatives d'assassinat qu'il aura organisées contre lui échoueront l'une après l'autre. Grivas finit par mourir au début de l'année 74. Donc les colonels grecs doivent agir directement. Pour renverser Makarios, on ne peut plus compter sur Grivas, il faut faire un coup d'État direct. Fin 73, la junte est dans une situation difficile, où sa base de soutien, y compris au sein de l'armée, a diminué, où elle a des difficultés sur le plan intérieur, elle est de plus en plus contestée, et il lui faut un succès international. Et elle se dit qu'elle va redorer son blason auprès de la population en annexant Chypre. Au début du mois de juillet, il y a un coup d'État militaire classique, c'est-à-dire que les militaires prennent le pouvoir à Nicosie, renversent le gouvernement légal. Makarios, normalement, aurait dû être tué, puisqu'on bombarde le palais présidentiel. La garde présidentielle défend Makarios, qui réussit à s'enfuir. Premier échec, Makarios s'est enfui, il s'est réfugié sur une base souveraine britannique, et on n'imagine pas 2 minutes, même la junte militaire grecque attaquer les bases souveraines britanniques pour s'emparer de Makarios. Et on se retrouve avec un personnage qui est assez délirant, qui s'appelle Nikos Samson, qui profite d'une certaine confusion, et il se fait proclamer président de la République. Si le nouveau président, Nikos Samson, se présente comme un ancien journaliste, on ne peut pas oublier qu'il fut l'un des tireurs d'élite de l'Eoka. Visiblement, il cherche à dissiper cette image. Il se veut rassurant. Il dénonce les tortures que pratiquait, d'après lui, la police du régime Makarios. Il n'a pas hésité à exhiber les instruments de torture et les victimes de ces sévices. Et puis, enfin et surtout, il se veut conciliant. Les droits des Turcs de l'île seront respectés. Il se dénommait lui-même le tueur de Turcs. Donc qui est le représentant, le pire représentant de la pire haine intercommunautaire qui existe à Chypre. Ici, radiodiffusion de Chypre libre. La radio de la junte militaire ne cesse de répéter que Makarios a été tué. C'est faux. Il est en vie. Vous allez maintenant entendre la voix du président de la République chypriote, l'archevêque Makarios. Je demande à toutes les grandes puissances, à tous les pays amis, à tous les peuples pacifiques de soutenir la nation chypriote dans sa lutte pour son indépendance, sa souveraineté, ses droits démocratiques et dans son refus de se soumettre à la dictature grecque. Après sa fuite, Monseigneur Makarios rejoint New York et devant l'Assemblée générale des Nations unies, il dénonce le putsch. Mais il est déjà trop tard, son pire cauchemar est en train de se réaliser.
À l'aube du 20 juillet 1974, des milliers de soldats turcs, appuyés par l'aviation, débarquent sur l'île de Chypre. Les forces putschistes ne sont pas en mesure de s'opposer à une armée régulière. Le gouvernement de Samson n'aura duré que 9 jours. Il s'effondre à la suite de cette défaite retentissante. Turkish side from very beginning talked about peace operation. So they celebrated the day Turkey arrived in Cyprus. Of course, for the Greek Cypriots, this is a tragedy. It's a war. It's ethnic cleansing. It's suffering. À Athènes, les chefs de la junte se sont dit les Turcs n'ont pas bougé, les Américains, comme en 1964, vont s'interposer et dire stop, non, vous touchez pas. Ils font une erreur monumentale. Il y a un moment quand même où le chef de la junte convoque l'état-major de l'armée grecque et dit bon écoutez, là, l'armée turque a débarqué à Chypre, eh bien je donne l'ordre de marcher sur Istanbul. Et là évidemment, les généraux, le chef d'état-major de l'armée dit non mais attendez, c'est juste pas possible. Nous n'allons pas attaquer la Turquie. Hein, je rappelle qu'à l'époque, il y a 9 millions de Grecs, 50 millions de Turcs. Enfin, c'est juste pas possible. On ne peut même pas imaginer une chose pareille. La folie des colonels les mènera à leur perte. Le 24 juillet 1974, dépassée par les événements, la junte d'Athènes s'effondre. Après 7 années de dictature, la démocratie est enfin restaurée en Grèce. Après des mois d'exil, Makarios revient triomphalement à Nicosie en décembre 1974. Il est de nouveau président. Il dresse pourtant un tableau tragique des événements passés. Chypre a d'abord été détruite par l'intervention de la Grèce. La Turquie est venue plus tard comme un second mal. Mais il n'en demeure pas moins que la Grèce n'aurait pas retrouvé sa liberté si Chypre n'avait pas perdu la sienne. Son rêve politique d'une république unie est anéanti. L'armée turque occupe désormais le nord de l'île. L'archevêque Makarios restera au pouvoir jusqu'à sa mort en 1977. Mais il laisse derrière lui une île divisée. Le peuple chypriote a payé le prix fort de ce drame. Des centaines de milliers de Grecs sont brutalement expulsés par l'armée turque et déplacés dans le sud de l'île. La quasi-totalité des Turcs sont contraints de se réfugier au nord. Depuis cette date, les deux communautés vivent séparées. Cette fracture douloureuse marque aujourd'hui encore le quotidien de la République de Chypre.